Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Après avoir passé 10 années d'exil entre le Sénégal et les États-Unis, Crépin Boli Ngumba revient en Centrafrique, son pays, où il fonde le Parti africain pour la transformation radicale et l'intégration des États. Candidat au scrutin présidentiel du 27 décembre 2020, Crépin Boli Ngumba est à 49 ans une figure bien connue de la scène politique centrafricaine. Invité de cette nouvelle édition de décryptage, Crépin Boli Ngumba nous parlera de son programme de société et de l'actualité sociopolitique en Centrafrique, son pays. Monsieur Crépin Boli Ngumba, quel est l'état d'esprit qui prévaut au sein de votre parti politique à quelques jours du scrutin présidentiel? Nous sommes dans un état d'esprit combatif parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ces élections. Mais l'ambiance générale est morose. Comme vous le savez, il y a des bruits de bottes. Il y a des préalables qui n'ont pas été évacués avant l'organisation de ces élections, notamment une concertation entre les forces vives de la nation. Aujourd'hui, en tout cas depuis 4 jours, il y a des rumeurs il y a des bruits de bottes, des rumeurs de coup d'État. Moi, je suis un démocrate et ma conception de la démocratie est que chaque régime prend fin lorsque le peuple souverain décide de congédier le régime. Donc je condamne sans réserve ce qui se trame. Mais dans le même temps, je dis que nous en sommes arrivés là parce qu'un régime n'a pas pris le courage d'affronter les groupes armés. Au contraire, il y a une sorte de tête-à-tête qui s'est installée entre les groupes armés et le régime à l'exclusion des forces vives de la nation. La campagne présidentielle se déroule actuellement sous un climat plutôt tendu. Comment réussissez-vous à vous déployer dans un tel contexte? Disons que nous subissons en tant qu'opposition une terrible injustice. La communauté internationale, à travers une résolution des Nations Unies, s'était engagée à assurer de manière équitable la sécurité de tous les candidats. Nous constatons avec amertume que celui qui est sortant, le président sortant, bénéficie de toutes les attentions de la communauté internationale à travers la MINUSCA. Et à ce jour, nous attendons toujours, en tout cas à titre personnel, j'attends toujours un contenu à la promesse faite et à la résolution prise par le Conseil de sécurité afin d'assurer ma propre sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas concret. Nous n'avons pas un égal accès aux électeurs, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que les élections doivent permettre au peuple centrafricain de se choisir un leader pour diriger notre pays pour les 5 prochaines années, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Donc c'est quand même, nous avons fait notre part, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pensé que nous autres, de l'opposition, ne voulions pas aller aux élections. Aujourd'hui, que nous avons dit oui, nous avons engagé des moyens, des personnes ressources, mais malheureusement, rien n'a été fait en ce sens. Pour tout vous dire, nous sommes inquiets. D'ailleurs, à cet égard, un cadre de mon parti, à Cabo, a été froidement abattu. C'était le secrétaire général de la sous-fédération de mon parti, dans cette partie de notre pays. Aujourd'hui, rien n'est fait pour nous rassurer. Nous n'avons que notre bonne volonté et notre détermination à mettre fin à ce régime. Des craintes sur la non-tenue des élections se font de plus en plus ressentir, notamment ici à Bangui. Pensez-vous que ces craintes soient fondées? Les craintes sont fondées. Il y a un début de panique dans la capitale même. Une partie de la ville s'est quasiment vidée du côté de Bimbo. Et puis, c'est silence radio du côté du gouvernement, qui, il n'y a pas si longtemps, faisait montre d'une certitude de bouddhiste. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul communiqué pour rassurer la population. Au lieu de ça, nous avons un communiqué de la MINUSCA qui nous dit que tout est sous contrôle. Nous ne demandons qu'à croire. Les nouvelles qui nous parviennent de l'intérieur du pays ne sont pas bonnes. Comment appréciez-vous la coalition formée le 17 décembre 2020 par les principaux groupes armés qui contrôlent une partie de la République centrafricaine? En tant que démocrate, à titre personnel, je condamne toute idée de conquête du pouvoir par les armes. Mais je dois dire que c'est la conséquence, la résultante de la politique du gouvernement. Et le président de la République, dès le premier jour de sa mandature, a dit qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser toute la plénitude de la loi qui l'autorise en tant que chef suprême des armées à pourchasser tout ce qui pourrait troubler la quiétude de son peuple et l'intégrité territoriale de son pays. Ça a donné, c'est un appel d'air et ça a rasséréné ces groupes rebelles qui se sont cru tout permis. Mais il faut voir ce qu'ils disent. Ces groupes rebelles qui sont signataires de l'accord de Khartoum nous disent que le président de la République serait un duplicite, qui n'a pas tenu parole
et que, fort de cela, il lui demande de partir. Ça, c'est entre partenaires privilégiés, puisque nous, forces vives de la nation, nous avons été exclus de ce processus-là. Ce que je dis ici, c'est qu'il est hors de question que le pouvoir démocratique soit conquis par la force des armes. C'est pour ça que j'en appelle à tous les démocrates. Mettre un terme à l'incurie qui a dirigé ce pays depuis 5 ans maintenant. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas dépasser l'horizon 2021 pour le président Touadéra, puisque le peuple ne veut plus de lui, et ses partenaires privilégiés que sont les groupes armés ne veulent plus de lui. Il s'est mis à dos la communauté internationale par une gestion chaotique qui a fini de créer une tension entre les différentes composantes de ce qu'on appelle l'Occident et l'Est, à travers la Russie en République centrafricaine. Donc fort de tout ça, disons qu'il est temps que le président puisse repartir à l'université, enseigner les étudiants. Il est plutôt bon professeur. Je crois que sa place se trouve à l'université par la tête de l'État centrafricain. À quelques jours de la tenue du scrutin présidentiel, pouvez-vous nous présenter votre programme de société et quelle place accordez-vous à la jeunesse et aux femmes? D'abord, l'éducation. Mais avant l'exécution de mon programme, il faut la sécurité. J'ai honte à le dire, mais parce qu'un pays normal ne peut pas avoir la sécurité comme programme politique. Mais il y a très longtemps que nous ne sommes plus un pays normal. Donc, moi, j'aurais une autre approche pour ramener la paix et la sécurité dans mon pays. Je ferai appel aux garants de cet accord qui a volé en éclats pour faire constater le vide et prendre le peuple centrafricain à travers mes responsabilités. Parce que j'aurais été élu à ce moment-là par le peuple centrafricain sur une base claire, à ramener la sécurité. Je compte tenir parole. Et donc faire remonter les FACA en puissance, mais réellement cette fois-ci, pas que du domaine de la sémantique, comme le président pendant ces 5 dernières années. Et puis avec la paix, et même simultanément, l'éducation. Nous avons un réel problème ici. Et la plus grande bataille que nous avons à mener ici, dans notre pays, c'est celle de l'éducation. On n'a pas formé depuis 30 ans. On a laissé au contraire notre jeunesse être formée avec un savoir déficitaire, puisque ce sont les maîtres parents qui, obligés face au vide, financés par les maigres ressources des parents, qui ont donné un peu de ce qu'ils ont dans la tête, c'est-à-dire pas grand-chose à notre jeunesse. Cette jeunesse n'est pas formée. Vous savez, entre les pays, c'est la concurrence de manière intellectuelle. Si les jeunes centrafricains n'ont pas leur savoir à jour, le pays va s'enfoncer davantage, déjà qu'on n'est pas si bien loti. Donc je consacrerai 20% du budget de l'État centrafricain à l'éducation. Parce que quand on parle de la jeunesse, on voit tout ce qui est sport. Et moi, le meilleur héritage qu'on puisse donner à cette jeunesse-là, c'est de lui permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à son épanouissement. Pour vous donner un exemple, ce pays n'a jamais construit une seule bibliothèque depuis l'indépendance. Alors cette jeunesse va acquérir ce savoir indispensable à son épanouissement et surtout indispensable à la défense de l'intérêt de notre pays. Vous portez un regard très critique sur la politique du président sortant, notamment sur la question de l'exploitation minière accordée aux Russes. Pouvez-vous nous en dire plus? La Russie, c'est la gestion chaotique de la diplomatie, sans conception globale, qui pose problème. Et qui fait en sorte que j'ai toujours dit que l'histoire retiendra que la guerre froide aura recommencé et repris en République centrafricaine. Vous savez, il y a la présence russe en Guinée-Conakry, dans les mines, en même temps que la présence occidentale. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Simplement parce que dans notre pays, on ne sait pas comment le monde fonctionne ailleurs. On a voulu opposer Russes, Français et Américains. Alors que notre devoir en tant que Centrafricain et son devoir en tant que premier des Centrafricains, c'est de s'occuper des Centrafricains. On ne lui demande pas de prendre position. Moi, je n'ai aucun problème si la Russie vient dans notre pays, respecte les règles établies, investit dans notre pays. Nous, on n'aura aucun problème. Ce que je déplore, c'est que le président de la République ait pris cette posture de russophile contre les Occidentaux quand nous avons besoin de tous les partenaires de la République centrafricaine. Je n'ai pas à choisir entre la Russie et les Américains et les Français. Je choisis les Centrafricains. Je défends les intérêts des Centrafricains. Et tous ceux qui veulent apporter leur contribution au développement de mon pays sont les bienvenus s'ils respectent la dignité de mon peuple et les règles établies, édictées à l'Assemblée nationale et promulguées par le président de la République.